Et voilà, j'ai le plaisir de recevoir donc un tout nouvel arrivant, pour le coup, aux États-Unis. Alors, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il a déjà passé beaucoup de temps. Frédéric Young, qui est donc maintenant le consul général à San Francisco, qui est arrivé il y a quelques semaines. Et quand je dis qu'il connaît les États-Unis, c'est qu'il a déjà passé pas mal de temps à New York, où il a notamment été porte-parole de la mission française auprès des Nations Unies. Et puis là, il sort d'un poste où il était conseiller diplomatique au ministère de l'Intérieur et où il a beaucoup travaillé, notamment sur les questions de la Covid, dont on va parler tout à l'heure. Monsieur le consul général, merci beaucoup d'être avec nous. On a ouvert la journée tout à l'heure avec votre confrère, lui aussi nouvel arrivé à New York, et on va la terminer quasiment avec vous ici. Merci de nous faire l'honneur d'être là et de finalement permettre aux administrés de la circonscription de San Francisco de faire votre connaissance. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Donc, on va commencer par quelques questions. Je vous encourage tous à poser vos questions comme d'habitude sur Facebook, sur YouTube. Je les relayerai auprès du consul général de manière à ce qu'on puisse avoir une séance un peu interactive, que vous puissiez poser les questions qui vous tiennent à cœur en ce moment. Alors évidemment, je ne peux pas commencer cette introduction. Je vous demanderai tout à l'heure comment vous envisagez votre arrivée à San Francisco. Mais avant, je voudrais parler de cette actualité qui est un peu sombre, sans jeu de mots, au sens propre du terme, à San Francisco, avec ces terribles incendies de nouveau. J'allais dire, est-ce que vous pouvez nous dire comment quelle est la situation en ce moment à San Francisco, et puis surtout, est-ce qu'il y a des conséquences pour la communauté française? Est-ce qu'il y a vous avez eu à intervenir, à aider des familles ou des gens qui sont partis, qui ont dû être évacués, par exemple? On est dans une situation vraiment inédite. Moi, j'arrive finalement et comme vous le disiez, j'avais une expérience de la côte Est. San Francisco, pour moi, c'est nouveau et c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ces feux de forêt en Californie chaque année. Là, on est à un degré tout autre. Il faut avoir à l'esprit que cette saison des feux, elle débute a priori fin août, début septembre, et plutôt en septembre, et elle se poursuit jusqu'en novembre, jusqu'aux pluies, puisque pendant l'été, c'est une période aride. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un phénomène assez inédit, c'est qu'en plus de la sécheresse de l'été, on a eu des orages autour du 16-17 août, au moment d'ailleurs où j'atterrissais ici. Et ces orages ont déclenché des centaines de foyers, donc la foudre a frappé les arbres et donc ces orages ont déclenché des centaines de foyers à travers les forêts de Californie. On a eu très vite des feux extrêmement grands dans leur ampleur, qui donc ont ravagé les forêts au nord, à l'est, au sud de San Francisco, créant en fait dès la fin août des brasiers très importants, avec des pertes humaines très limitées par rapport à 2018, qui était la pire année jusqu'à présent, mais avec des surfaces boisées extrêmement conséquentes qui ont brûlé. Pour vous donner une idée, en 2018, c'était le record des incendies en Californie. On avait eu près de 800 000 hectares brûlés. Là, alors que la saison débute tout juste et qu'on craint le pire encore pour la période à venir, nous en sommes à 1,2 million d'hectares brûlés. Je dirais, avoir un référentiel français, c'est l'équivalent de l'Île-de-France qui, en Californie seule, a brûlé à ce stade. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et donc là, je parle de la Californie, mais vous avez au-delà de ça des feux qui se sont déclenchés, notamment pendant le Labor Day weekend, dans l'Oregon, dans l'État de Washington. Dans l'État de Washington, vous avez le jour de Labor Day autant d'arbres qui ont brûlé que habituellement en une saison, donc en une année. Donc on a un défi qui concerne tout le front ouest américain et qui génère des fumées. Donc ça, c'est le deuxième effet, qui génère des fumées qui, dans un premier temps, se déportaient vers l'est et vers l'intérieur des terres, et qui ne touchaient pas les grandes métropoles de Seattle, Portland, à San Francisco ou Los Angeles, mais le vent a tourné, et désormais ces fumées ont touché les grandes métropoles. Et c'est ce qu'on a vu donc avec ces images lunaire, ou plutôt martienne, si je puis dire, qu'on a vu mercredi, de San Francisco dans cette lumière orange, ces images qui ont fait le tour du monde, et malheureusement, ce n'est pas à ce moment-là que la situation était la pire en termes de qualité de l'air, parce que c'est en fait un phénomène de réverbération et de densité de l'air qui a fait que la lumière était orange, mais ça n'était pas tant à ce moment-là la pollution qui était en fait dans les couches supérieures de l'atmosphère. Mais ces cendres sont aujourd'hui redescendues, et c'est maintenant, depuis donc jeudi, vendredi
et sans doute encore quelques jours, que nous avons une très forte pollution qui concerne donc toutes les villes de la côte ouest, avec des pics, des seuils extrêmement importants. Lorsqu'on regarde l'indice de qualité de l'air américain, on est à des niveaux qui rivalisent très largement avec ce qu'on a pu assister dans les pires moments à Delhi ou à Pékin, par exemple. Donc, c'est très préoccupant en termes de qualité de l'air. Un petit mot peut-être, Emmanuel, là-dessus. Évidemment, la première chose que je pourrais recommander aux Français qui sont face à cette menace, c'est ceux qui sont à proximité des feux. Il faut bien sûr, en premier lieu, s'en remettre aux autorités locales et suivre les consignes qui sont passées par les autorités locales en termes d'évacuation. Je pense notamment à la région, à notre communauté qui se trouve dans l'Oregon. Il y a des feux qui sont extrêmement proches de Portland. J'invite vraiment toutes ces populations qui sont dans les banlieues de Portland à suivre les avis de préparation et le cas échéant d'évacuation de façon à ne pas se mettre en péril. Parce qu'encore une fois, dans la banlieue de Portland, les feux sont assez proches en fait des zones habitées. C'est pour ça qu'il y a des ordres d'évacuation, de préparation qui concernent aujourd'hui des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Si vous êtes évacué ou si vous avez subi des dommages, il faut se mettre en relation avec le consulat. À ce stade, nous n'avons pas eu de signalement de personnes qui, contrairement aux années passées, auraient connu des dommages directs. Mais si c'est le cas, et si certaines personnes sont dans cette situation, signalez-vous auprès du consulat, s'il vous plaît. Et pour tous les autres, ceux qui sont finalement concernés, incommodés par le sujet de la qualité de l'air, suivez bien les informations qui sont transmises, qui sont relayées par le consulat, de façon à adopter la bonne attitude, et notamment lorsque les seuils sont très élevés comme aujourd'hui. Restez à l'intérieur, évitez toute activité physique, même à l'intérieur, gardez vos enfants à l'intérieur. Le lycée français de San Francisco, par exemple, est fermé depuis vendredi pour cette raison. Et lorsque vous le pouvez, utilisez des purificateurs. Si cet épisode n'est pas durable, l'impact sur la santé pour des personnes qui sont en bonne santé n'est pas extrêmement fort, mais pour les personnes bien sûr qui présentent des fragilités, qui ont des pathologies respiratoires, c'est évidemment dangereux. Voilà, donc restez bien à l'écoute des consignes qui sont passées. Pardon d'avoir été un peu long, Emmanuel, mais c'est un sujet. Non, mais c'est bien, ça nous permet justement, parce que le but, c'est aussi, on s'adresse là dans cette journée aujourd'hui beaucoup à des nouveaux arrivants, à des gens qui sont arrivés récemment ou qui sont même en train de préparer une arrivée. Donc, c'est aussi une manière, une occasion de leur expliquer quel est le rôle du consulat. On a parlé ce matin de l'intérêt de s'inscrire dans son consulat local pour pouvoir être répertorié. C'est vrai que c'est un réflexe qu'on a parfois quand on arrive, quand on s'expatrie dans des pays un peu plus exotiques où il y a un certain nombre de risques et où on s'enregistre dans les consulats, mais quand on arrive aux États-Unis, on pense pas forcément à cela. Or, il se trouve que, notamment à San Francisco, il y a des risques qui sont des risques sismiques, par exemple, des organisations qui sont prévues, etc., qui font qu'il y a un intérêt réel à s'enregistrer. Exactement. Nous avons pour le moment 30 000 inscrits. C'est d'ailleurs un chiffre qui reste à peu près stable parce qu'on pouvait, dans le contexte du Covid, s'attendre à un certain nombre de départs. Mais on a, comme vous le soulignez, Emmanuel, on a en fait des personnes qui se redécouvrent, si je puis dire français, ou qui se signalent auprès du consulat. Et donc, on a pas mal d'enregistrements ou de personnes qui demandent l'émission d'une carte d'identité ou d'un passeport. Et donc, le nombre, du coup, apparaît stable. Mais on voit effectivement ce réflexe de personnes qui se disent, tiens, je vais peut-être me reprendre la tâche du consulat et me réenregistrer. Donc, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent à faire cette démarche de façon à ce que nous ayons des moyens de contacter les personnes et de savoir où elles se trouvent géographiquement de façon à pouvoir les aider si c'était nécessaire. Et encore une fois, j'invite ceux qui se trouveraient dans une situation difficile en raison des feux ou toute autre situation à nous en faire part si c'était le cas. Alors évidemment, vous arrivez en période de feu, mais pas seulement. C'est une période très très particulière. Hein. Quelqu'un à San Francisco me disait hier, bon, jusqu'à maintenant, on nous recommandait de pas rester trop à l'intérieur. C'était mieux d'être à l'extérieur pour la Covid. Maintenant, on peut plus être à l'extérieur. Il faut qu'on soit à l'intérieur, donc on peut plus être nulle part. Bref, c'est vraiment les ennuis s'accumulent. La Covid et les conséquences semblaient un peu commencer à s'alléger, sinon pas se dissiper, mais en tout cas se faire un peu moins sentir du côté de la baie de San Francisco. C'est une situation, un moment un peu particulier pour arriver comme consul général, non?
Absolument. Je dois dire que j'ai quitté la France au moment où l'ambiance était, il faut bien le dire, plus légère. On était à des niveaux de prévalence extrêmement faibles, des niveaux de positivité des tests très faibles. Et donc, c'est vrai que arriver, prendre un avion et arriver directement à San Francisco, et lorsque la porte s'ouvre, vous avez une personne avec un masque à gaz et une combinaison qui vous accueille. C'est vrai que ça vous met tout de suite un petit peu dans le bain. Mais on sent en arrivant que finalement cette épidémie a beaucoup pesé sur la Californie et sur la ville de San Francisco, et on mesure de toute façon la gravité du sujet. Et avec le recul, on s'est aperçu bien que le pic des contaminations était justement début août, mi-août. Aujourd'hui, on a amorcé une forte baisse pour ce qui est de la Californie en général et de San Francisco en particulier. On voit les nouveaux cas pour 100 000 habitants qui baissent assez fortement, donc c'est assez rassurant. Je crois que cette semaine, par rapport à la semaine précédente, vous avez moins 30% de nouveaux cas, par exemple, pour la ville de San Francisco, pour 100 000 habitants. Donc c'est des signaux assez encourageants, mais bien évidemment, il faut que chacun poursuive ses efforts pour respecter les gestes barrières et pour ne pas mettre ses proches et soi-même en danger. Mais il y a effectivement un paradoxe à être dans cette situation où les feux de forêt vous invitent à fermer vos fenêtres et à vous calfeutrer, et à l'inverse, le Covid qui invite plutôt à ventiler au maximum et avoir des activités en extérieur. Donc c'est tout le paradoxe de la situation. Mais donc sur ce sujet aussi, bien sûr, nous sommes en appui des Français et de la communauté. Par plusieurs moyens. D'abord, eh bien, chacun, j'en suis sûr, de ceux qui nous écoutent, est confronté au sujet de la circulation entre les États-Unis et la France. Et donc, le consulat est là pour apporter des réponses. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à regarder en premier lieu tous les FAQ qui se trouvent sur toutes les questions et réponses qui se trouvent sur nos sites internet, que ce soit celui du consulat ou de l'ambassade ou du gouvernement, et qui expliquent un petit peu les démarches à suivre. Ça peut être un petit peu complexe en termes de circulation, de démarches à mettre en œuvre. Et si réellement il y a une difficulté, si vraiment il y a un problème particulier, spécifique, et ça doit représenter vraiment un tout petit pourcentage des cas des personnes qui consultent ce site, alors nous contacter. Nous avons une activité énorme. Le consulat à San Francisco, c'est 25 personnes qui répondent à des milliers de mails et de coups de téléphone par jour, depuis le début de la crise, des milliers, donc des centaines jusqu'à plus de 200 par jour, emails ou appels téléphoniques pour répondre à ces demandes. Or, la plupart de ces demandes ont des réponses qui peuvent être retrouvées sur le site. Donc, j'invite tous ceux qui ont des questions à avant tout consulter le site internet, de façon à ce que ceux qui ont des vraies urgences puissent nous atteindre plus facilement. En tout cas, l'équipe du consulat met tout en œuvre, c'est notre priorité, c'est ma priorité, pour répondre à ces questions qui concernent la circulation. Ça, c'est le premier volet. Et puis, il y a le deuxième volet qui est les personnes qui ont besoin d'aide, parce que depuis le début de la crise, évidemment, il y a eu un impact économique fort. Et certaines personnes ont vu leur situation personnelle, professionnelle évoluer, ce qui a pu avoir un impact sur les revenus des ménages. Et donc, pour ces cas-là, il y a notamment deux outils que je veux signaler. Le premier, qui est celui des bourses scolaires. La scolarité, nous le savons, aux États-Unis est chère, mais il existe un système qui fonctionne très bien de bourses. Pour vous donner une illustration, pour ce qui est du consulat de San Francisco, nous avons délivré déjà pour la première commission des bourses à hauteur de 2,3 millions de dollars. Donc, c'est des montants très conséquents qui ont permis à 151 enfants de pouvoir s'inscrire donc dans les établissements français. Il y aura un deuxième round, une deuxième commission pour laquelle les dossiers doivent être remis le 18 septembre. Donc, si vous avez une évolution de votre situation financière, ou si vous êtes arrivé récemment dans la circonscription et que vous souhaitez envisager solliciter une bourse, remplissez les rendez-vous sur notre site et répondez donc aux documents qui sont demandés avant le 18 septembre. Le deuxième outil que nous avons, c'est vraiment pour les personnes qui sont dans la plus grande difficulté. Nous avons ce qu'on appelle un secours occasionnel de solidarité.
Ce sont des montants qui peuvent être donnés à certaines personnes en grande difficulté financière en raison du Covid spécifiquement et des conséquences économiques que la Covid a pu avoir sur les personnes. Et donc c'est des montants plus limités, mais ça permet pour des personnes en difficulté d'avoir un appui. Là aussi, les informations nécessaires figurent sur le site internet du consulat. Alors, à propos de la circulation, qui évidemment est un sujet qui a concerné tout au long de l'été beaucoup de Français, mais qui continue de les concerner parce qu'il y a des restrictions dans les deux sens et que un certain nombre de gens sont coincés à un endroit où ils voudraient pas être, empêchés dans leurs activités ou familiales ou professionnelles. Donc, si vous avez des questions là-dessus, il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vous encourage, à les poster sur YouTube ou sur Facebook, que je les relayerai auprès du consul général. Mais il y a eu, vous avez été en première ligne en étant à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, avant d'arriver à San Francisco, sur la mise en place justement de ces restrictions, avec à un moment aussi un peu des négociations diplomatiques, puisqu'il y a une question, sinon des négociations, en tout cas des questions de réciprocité entre les pays sur les choses qui étaient interdites d'un côté ou de l'autre des frontières. Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur les sites, sur les groupes Facebook notamment d'expatriés et sur French Morning aussi, à propos de l'obligation de subir un test et d'avoir un test négatif pour pouvoir embarquer en avion, un test de moins de 72 heures. Ça, c'est une règle qui, à l'heure actuelle, reste en vigueur, puisque des gens nous ont demandé dans la journée, avaient lu que l'obligation passait à 48 heures au lieu d'être à 72 heures, mais pour l'instant, rien n'a changé sur ce qu'on demande pour pouvoir embarquer lorsqu'on peut rentrer en France ou lorsqu'on a besoin de rentrer en France. Eh bien, on a été dans cette situation, face à cette crise, dans une situation totalement inédite. On a cherché toutes les solutions possibles pour limiter la circulation du virus. Et l'une de ces options a été de limiter la circulation des personnes. Et dans ces discussions qui ont débuté dès le mois de mars, nous avions un objectif, la France avait un objectif qui était celui de la coordination. Et c'est ce qui a été mis en œuvre au niveau européen, et c'est ce que nous recherchons également au-delà. C'est la coordination de façon à ce que les choses ne se fassent pas de façon erratique. Alors, je ne veux pas m'étendre sur bien sûr, ce n'est plus mon rôle aujourd'hui, sur les mesures, sur les négociations qui ont lieu actuellement. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, les règles sont pour l'instant totalement inchangées en ce qui concerne la circulation entre les États-Unis et la France. Les États-Unis se trouvent en dehors de l'espace Schengen. Par conséquent, ce sont les règles non seulement françaises, mais également européennes qui s'appliquent, c'est-à-dire le principe d'une fermeture des frontières Schengen aux pays, aux personnes qui proviendraient de l'extérieur de l'espace Schengen. Alors, ça, c'est le principe. Et bien sûr, ce principe connaît des aménagements. D'abord, pour un certain nombre de pays où on a décidé que la circulation du virus était faible, et donc les personnes qui viennent de ces pays où la circulation du virus est faible, en dehors de l'espace Schengen, sont très peu nombreux, ne sont pas soumis à des procédures particulières. Et puis, pour les personnes qui viennent de pays à forte circulation du virus, comme les États-Unis, là, il existe bien sûr des dérogations d'abord dues au statut des personnes, c'est-à-dire que si vous êtes français, si vous êtes conjoint de français, si vous êtes concubin de français, alors vous pouvez entrer sur le territoire en présentant les documents nécessaires, notamment l'attestation de déplacement international dérogatoire. Donc ça reste bien évidemment la règle. Tous ces documents sont facilement accessibles en ligne sur les différents sites, notamment du consulat ou du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Affaires étrangères. Et pour ce qui est du test, effectivement, c'est une condition qui a été posée parce que les États-Unis sont un pays à très forte circulation du virus, et donc les États-Unis font partie des pays où un test est exigé, et parce que c'est possible aux États-Unis, le test est exigé en amont du départ, avant l'embarquement, et 72 heures, effectivement, le test doit être réalisé dans les 72 heures qui précèdent l'embarquement. Alors, effectivement, ça génère des difficultés, nous en sommes conscients, énormément d'appels et de contacts avec le consulat concernent ce sujet. Nous avons là-dessus une recommandation. Vous avez sur le site du consulat et de tous les consulats aux États-Unis l'ensemble des laboratoires qui pratiquent les tests PCR qui sont nécessaires donc pour embarquer vers la France. Référez-vous à ces listes
Et surtout, prenez des rendez-vous bien en amont. Lorsque vous savez que votre date de voyage est à une date donnée, prenez rendez-vous bien en amont et à ce moment-là, vous pourrez réaliser le test dans les temps et vous pourrez obtenir le résultat dans les temps. C'est uniquement pour les cas extrêmement complexes qui justifient d'une urgence particulière ou d'une impossibilité de réaliser le test particulière que nous sommes prêts à délivrer des dérogations à cette exigence de test à réaliser aux États-Unis avant le départ, 72 heures avant le départ. Alors, une question technique qui nous est arrivée sur les réseaux. Est-ce que c'est 72 heures avant le départ ou est-ce que c'est 72 heures à l'arrivée à Paris? Quelqu'un dit, j'avais fait un test qui était 72 heures avant mon départ et quand je suis arrivé à Paris, on m'a fait à l'aéroport, on m'a fait refaire le test parce que ça faisait plus de 72 heures. Oui. Non, il y a effectivement beaucoup de questions qui portent sur ce sujet. Est-ce que c'est à l'arrivée? Est-ce que c'est 3 jours ou 72 heures? Est-ce que voilà? Non, pour être, c'est très simple. C'est 72 heures avant l'embarquement. D'accord. Le test doit être réalisé 72 heures avant l'embarquement et on vous demande d'avoir le résultat, évidemment, avant de partir. Très bien. Et la quarantaine qui est en France est recommandée, n'est pas obligatoire. Alors, la quarantaine concerne en fait toutes les personnes qui viennent de l'extérieur de l'espace Schengen et qui viendraient d'une zone qui ne fait pas partie des quelques pays où la circulation du virus est faible et qui concerne plutôt donc les pays où la circulation du virus est forte. Nous sommes dans un pays aux États-Unis où la circulation du virus est très forte et où donc c'est le test PCR qui prévaut plutôt que la quarantaine. Et dès lors qu'on a un test négatif, effectivement, la quarantaine n'est pas obligatoire dès lors que le test est négatif. D'accord, très bien. Alors, à l'inverse, évidemment, vous êtes consul général de France aux États-Unis et pas le contraire, mais à l'inverse, il y a beaucoup de gens qui sont empêchés de rentrer aux États-Unis parce qu'ils ont des visas qui ne font pas l'objet d'exceptions et des choses comme ça, des couples qui sont séparés. Il y a eu une opération qui était soutenue par le gouvernement français pour essayer justement d'encourager à donner des dérogations pour que les couples puissent être réunis, par exemple, puisqu'il y a un certain nombre d'exemples comme ça qu'on a nous-mêmes relayés sur French Morning, mais qui ont été relayés très largement dans la presse. Est-ce que cette opération continue d'avoir lieu? Est-ce que c'est un succès? Parce qu'elle repose évidemment sur la coopération des deux administrations, en l'occurrence. Alors, il y a vraiment deux choses. Il y a ce que nous avons appelé le principe, c'est ce que Jean-Baptiste Lemoyne a appelé le principe de Love is not tourism, ouais. Qui effectivement a vocation à permettre à des amoureux de se retrouver. Là-dessus, pour être clair, si vous êtes marié à un Français, vous pouvez vous rendre sur le territoire français sous les conditions qui sont explicitées. Si vous êtes concubin également. En revanche, si vous êtes simplement amoureux, ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Et la nouveauté, c'est que nous avons effectivement ouvert cette porte qui consiste à dire que s'il existe, nous avons un faisceau d'indices qui permet de voir qu'il y a un réel amour qui existe entre deux personnes, mais qui n'ont pas formalisé, qui n'ont pas eu l'occasion de formaliser cette relation, alors on peut examiner ce cas et envisager d'accorder une dérogation. C'est des cas très spécifiques et j'insiste sur le fait également que c'est une procédure neuve et que je dirais que le caractère d'urgence a été jugé moindre que d'autres cas qu'on a des personnes qui décèdent, des personnes qui sont malades ou dont les proches doivent les rejoindre. Le cas des amoureux est moins urgent, donc le temps de traitement est plus long. J'alerte simplement sur cet élément-là. Et puis ensuite, il y a un deuxième sujet, Emmanuel, qui est celui de ce que les États-Unis mettent en œuvre en termes de règles de circulation. Ils ont mis en œuvre extrêmement rapidement, par une proclamation du président américain, des règles de circulation extrêmement restrictives, comme on le sait. Là-dessus, je ne souhaite vraiment pas m'exprimer parce que c'est un domaine très complexe, évolutif, qui évolue aussi avec au gré des recours qui sont faits. Donc là, je laisserai vraiment le consulat américain et l'ambassade américaine à Paris et le département d'État s'exprimer sur ce sujet. Mais bien sûr, il y a des restrictions importantes qui empêchent les flux que nous connaissions habituellement de Français d'entrer sur le territoire américain, c'est évident.
Très bien. Alors, pendant les deux minutes qui restent, je voudrais juste en profiter pour parler un peu plus largement de cette arrivée à San Francisco. C'est évidemment, on l'a dit, une période un peu particulière, hein, entre les incendies, entre la Covid, la crise économique qui découle de la Covid. Bref, c'est une période compliquée pour prendre ses fonctions, pour arriver dans le pays. Néanmoins, vous avez vécu à New York, maintenant c'est San Francisco, j'allais dire, c'est pas la différence, mais comment vous voyez les choses? Vous arrivez en ayant l'impression de retrouver le même pays ou C'est difficile à dire parce que c'est une période vraiment particulière et je suppose que ceux qui arrivent aujourd'hui sur la côte est ont sans doute un sentiment à peu près similaire. Nous arrivons, je crois, dans un pays qui, comme tous les autres aujourd'hui, hein, j'ai une pensée pour mon prédécesseur d'ailleurs qui quittait San Francisco pour arriver en Inde et l'Inde est aujourd'hui extrêmement durement frappée par la Covid et donc il doit lui aussi faire face à un grand nombre de défis. Donc nous arrivons tous aujourd'hui, que nous soyons diplomates ou autres, dans des pays, dans des villes qui ont un visage différent de ce qu'elles sont d'habitude. Je crois qu'on s'y était préparé et de ce point de vue-là, c'est vrai que les règles et l'impact de la Covid sur la Californie, évidemment, sautent aux yeux, c'est évident, et on les met en œuvre, bien évidemment. Et c'est très rassurant d'ailleurs de voir l'évolution aujourd'hui plutôt positive des chiffres, et espérons que ça se poursuive. Et au-delà de ça, je dois dire que c'était une arrivée un petit peu en fanfare, puisque donc il y a eu évidemment le contexte Covid, mais il y a eu aussi une vague de chaleur inédite avec des records de chaleur qui ont été battus en Californie, puis ces feux inédits avec encore une fois une ampleur qu'on n'avait jamais vue. Aujourd'hui, ces fumées, j'ai l'impression effectivement d'ouvrir de tout de découvrir, d'assister, d'arriver dans une Californie nouvelle. Mais j'ai bon espoir et je dois dire que de ce point de vue-là, les Américains sont résilients et toutes les personnes de la circonscription, au-delà de la Californie également. Hein, j'ai pu m'entretenir avec quelques consuls honoraires et j'ai hâte d'ailleurs pouvoir bientôt, je l'espère, voyager à travers la circonscription. Mais tous m'ont dit, rassurez-vous, ça n'est pas comme ça toujours et ça ira mieux. Il y a une vraie résilience des Américains et il y a un vrai optimisme aussi. Et je veux aussi participer avoir cette même approche et me dire que très bientôt nous pourrons aller de l'avant sur une base un peu plus normale, je l'espère. Et alors, je suis sûr que je découvrirai une Californie et toute une circonscription, puisque c'est 10 États qui dépendent du consulat de France à San Francisco, absolument fabuleux. Formidable. Merci beaucoup, Frédéric. Merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous. On a appris plein de choses. On a appris, y compris grâce à cette opération Love is not tourism, qu'après tout, les diplomates aussi ont un cœur. Voilà, c'est formidable. Merci, merci beaucoup. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le consul général Frédéric Young, eh bien, ils peuvent lire l'article de French Morning qui est paru, son interview qui est paru hier soir ou ce matin sur French Morning San Francisco. Je vous encourage à le retrouver à cette occasion. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'être là. À très bientôt. Et puis nous, on continue avec la toute dernière demi-heure de présentation avec une autre conférence et on se retrouve tout de suite avec Je suis endetté, donc je suis, après le dernier jingle.